Bonjour à tous. Alors allons-y, ne perdons pas de temps. Donc je me présente. Donc là, comme c'est le troisième webinaire, je vais me présenter un petit peu de manière un petit peu plus courte. Je m'appelle Jean-Marc Couffin, je suis spécialiste BIM senior chez BIM One de formation. Je suis architecte, je suis intéressé par un paquet de choses, la programmation, le BIM dans tous ses aspects technologiques, la cuisine et j'en passe. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez toujours me contacter directement ou bien via LinkedIn. Vous verrez un petit peu à qui vous avez affaire. Alors, une petite intro rapide sur BIM1. BIM1, en fait, et sa compagnie sœur BIMTrack, en fait, BIM1 a aidé à développer BIMTrack au tout début. Notre mission générale, c'est d'aider les organisations à augmenter leur productivité et puis les rendre plus efficientes dans leurs projets de construction en passant par la digitalisation, les technologies et l'innovation. Donc, on offre plusieurs services, des services de stratégie, de gestion de projet, BIM, d'implantation, de formation, et puis pour à peu près tous les acteurs de l'industrie de la construction. On est des partenaires très actifs dans l'industrie avec nos partenaires tels que CanBIM, Building Smart, le groupe BIM Québec, la chaire de recherche de l'ETS, le GRID. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une série générale sur comment démystifier un petit peu le géoréférencement. Donc l'idée de départ, c'était de rendre compréhensible la notion de géoréférencement, et puis c'est destiné à tous les professionnels du bâtiment. La série de webinaires, dans le premier webinaire, on a fait quelque chose de plutôt théorique, on a établi les bases d'un langage commun, et puis dans le second, au mois d'avril, on a donné les grands principes du géoréférencement. Et puis dans celui d'aujourd'hui, en fait, on va détailler le processus de mise en place d'un géoréférencement dans les règles de l'art. Donc nos règles de l'art, celles qui sont issues de notre expérience à l'interne. Alors aujourd'hui, on va traiter de la création d'un fichier maître idéal et puis de son géoréférencement. On va ensuite procéder à l'insertion des fichiers de discipline et puis à leur géoréférencement depuis le fichier maître. Et enfin, on va faire des manipulations dans les fichiers de discipline et puis on va assurer le contrôle du fichier maître en fait. On va s'assurer de copier et coordonner les éléments significatifs du projet. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, merci de les indiquer dans la fenêtre de conversation. Je vais essayer de faire en sorte d'y répondre, et puis, commençons tout de suite. Donc, on va commencer par la création du fichier maître idéal et puis de son géoréférencement. Alors, à quel moment le créer ce fichier maître? Donc, évidemment, le plus tôt, c'est le mieux, mais c'est pas toujours possible. Puis, si on décide de le faire plus tard, les fichiers de discipline, en fait, vont devoir être liés origine à origine entre eux. Ça, c'est vraiment en attendant d'avoir fait la mise en place de notre fichier maître. Alors, qui est-ce qui va le faire? Qui est-ce qui va le gérer? Bon, là, il y a plusieurs avis. Moi, j'ai le mien, je vais vous le donner. Euh, Préférablement, en fait, je pense que c'est plus utile si c'est architecture qui le fait. Pourquoi? Parce que architecture va être responsable de la position des bâtiments sur le site. Mais on peut aussi considérer que structure s'en charge et qu'il soit responsable, comme il est responsable de la position des colonnes et donc des lignes de quadrillage, ce serait aussi, somme toute, assez logique. Dans tous les cas, c'est le gestionnaire et le coordonnateur ou le coordonnateur BIM de discipline qui devrait s'en charger. Donc pas plusieurs personnes pour y toucher. C'est notre seule source de vérité en fait sur le projet. Donc on veut que le suivi soit serré, donc qu'il soit fait par une seule et même personne idéalement. Alors l'autre question vraiment importante, ça va être de choisir la version de Revit. C'est important car le géoréférencement est plus facile à traiter et à comprendre dans les versions récentes de Revit. Donc dans la version Revit 2019, je l'ai appelé Anno 0 en fait, c'était avec tous les outils qui nous manqueraient encore maintenant aujourd'hui. On n'avait pas d'origine interne de visible et puis le point de base projet en fait était trombonnable ou détrombonnable. À partir de Revit 2020, le point de base projet euh, n'offre plus cette possibilité-là. Par contre, on est capable de voir l'origine interne à partir de Revit 2020.2 et puis et après. Alors à cette époque-là, c'était un petit peu trop visible parce qu'elle restait allumée quoi qu'il arrive.
Et puis on a aussi la capacité en fait de faire un clic droit sur le point de base projet et puis de le déplacer vers l'origine interne, ce qui est vraiment très pratique. À partir de Revit 2021, pardon, on est capable de réinitialiser les coordonnées partagées. Alors là aussi, belle avancée parce qu'auparavant, en fait, pour réinitialiser les coordonnées partagées, c'était pas mal moins simple. Il fallait avoir un fichier vierge qui n'a jamais été géoréférencé avec tous ces points superposés, le placer dans notre fichier, acquérir ces coordonnées pour pouvoir réinitialiser notre système de coordonnées partagées. Puis à partir de Revit 2022, bon, utiliser Revit 2022 aujourd'hui, en fait, je le conseillerais pas forcément, sauf si vous êtes pas mal sûr de ce que vous voulez faire. Euh, Sachant que la version 2022.1 n'est pas encore sortie. En général, elle sort autour du mois de juin. Et ça peut être aussi important par rapport au fait que certaines personnes dans des disciplines vont utiliser des plugins qui ne seront pas forcément compatibles selon la version de Revit que vous allez chercher à utiliser. Donc voilà pour les choix. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les bases de création d'un fichier maître central et partagé. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, en fait, on va activer le partage. Donc là, c'est dans l'onglet Gérer, outils collaborer. On choisit de le faire soit localement, soit dans le cloud. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire après ça, c'est qu'on va vouloir le fermer, l'enregistrer comme fichier central et réouvrir un local. Donc attention à bien nommer le fichier de façon claire, identifiable et puis documenté dans le plan de gestion BIM idéalement, et en indiquant clairement sur la page de démarrage qui en a la responsabilité. Toujours dans les bases de sa création, en fait, on va vouloir remplir les informations sur le projet et puis spécifier la localisation du projet, c'est-à-dire son adresse physique dans les emplacements, dans l'emplacement, dans les options d'emplacement en fait du projet. Donc là, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de faire éventuellement des analyses énergétiques via Insight ou via d'autres modules, car c'est cette position géographique-là qui va souvent être utilisée par les différents modules analytiques en fait d'Autodesk. Alors, on va avoir besoin de contrôler grâce à des vues spécifiques certains éléments en fait de notre fichier maître. Donc, on va se faire une première vue en plan de site en établissant une profondeur de vue qui fasse du sens. Donc là, vous voyez, j'ai établi les limites de mes profondeurs de vue à 100 limites. Et puis, je me suis mis 100 mètres au-dessus de mon niveau 1. Donc là, ça me permet de m'assurer de voir l'ensemble des éléments de mon projet. On va pouvoir faire aussi par la suite en fait des vues en plan spécifiques, donc pour les axes, niveaux, pour les plans de géomètre et puis éventuellement pour l'insertion des liens. Et puis on va aussi faire des élévations et des coupes. Alors, autres éléments qui vont nous aider à contrôler un petit peu tout ce qui se passe dans notre fichier maître, on va avoir accès au niveau via une nomenclature. Donc pour faire cette nomenclature, idéalement, on va se servir de l'information qui est contenue dans les liens. Donc on va avoir le nom du fichier lié, puis on va aller classer tout ça selon le nom du fichier lié, et puis ensuite je vous proposerai de le faire par l'option étage de bâtiment. Donc si la case d'étage de bâtiment est cochée, en fait ça va être classé par ce système-là. Cette option-là est vraiment utile en fait pour différencier surtout les niveaux éventuellement secondaires que vous auriez à utiliser. Ça permet d'être vraiment beaucoup plus clair en fait par rapport à tout ça, et puis au niveau de l'accrochage aussi, ça va vous aider. On va faire la même chose avec les quadrillages, donc les noms, la zone de définition, la famille et le type, pour s'assurer que tout est cohérent, et puis on va classer ça, là encore, par fichier lié. Et puis enfin, on va faire un petit registre de modification en fait dans le fichier maître. Donc là, on peut utiliser une nomenclature de révision. Donc si votre page de démarrage est une feuille, ça va être possible. Il suffit d'avoir un cartouche dans lequel vous avez fait une nomenclature de révision. Et puis à chaque nouvelle modification de votre fichier maître, je vous suggérerais très fortement d'ajouter une révision supplémentaire en indiquant dans la description ce que vous avez fait précisément et puis la date à laquelle ça a été fait. Ça vous permet vraiment de garder un historique assez cohérent de votre fichier maître. Alors, les autres points à traiter, on va avoir à traiter les sous-projets. Donc, on va faire dans un premier temps un sous-projet de site qui va contenir par exemple la limite de propriété, éventuellement la modélisation du site, s'il n'y a pas déjà un modèle qui est prévu à cet effet.
On va aussi faire des sous-projets d'axes et niveaux. Je dis des en fait parce que souvent, dans certains projets, on va se retrouver avec des axes et niveaux secondaires. Donc je vous inviterai à les différencier. Et pour les différencier, en deux méthodes simples, mais la plus simple reste d'utiliser un sous-projet différent. Et puis, idéalement, pour le fait de différencier en fait ces sous-projets-là, en fait, les niveaux secondaires, comme on les appelle, je vous dirais que ce sont des niveaux qui ne sont pas des niveaux d'étage. Après ça, on va faire un sous-projet par fichier lié. Donc un pour architecture, un pour MEP ou plusieurs d'ailleurs, un pour structure, un pour civil, et puis un sous-projet spécifique pour les différents CAD que vous allez lier dans votre fichier. Euh, le fait de faire un sous-projet par fichier lié, c'est vraiment intéressant parce que ça va vous permettre de contrôler, en fait, ça va permettre aux autres disciplines de contrôler la visibilité des éléments à très haut niveau dans leur propre fichier quand ils vont insérer le fichier maître. Donc si par exemple ils inséraient ce fichier maître en question, ils vont être capables en fait de dire qu'ils ne souhaitent pas charger automatiquement les différents liens en désactivant en fait à haut niveau les différents sous-projets ZL. Euh, un autre point assez important et assez pratique, c'est un petit truc en fait, c'est d'utiliser les variantes de design en fait. Une variante de design qu'on va appeler protection, donc avec son jeu qui s'appelle lui aussi protection. Donc là, on utilise en fait un avantage technologique qui est propre à Revit, c'est qu'un élément qui est dans une variante n'est pas sélectionnable par défaut. Donc ça va vous permettre, si on a une variante unique, en fait, d'assigner des éléments, vos éléments immuables du projet à cette variante-là. Et puis ça va être beaucoup plus difficile finalement de les accrocher parce qu'ils ne sont pas accrochables par défaut. Pour pouvoir les accrocher, il va falloir désactiver, en fait il va falloir décocher la petite case qui est en bas dans votre interface qui vous permet de sélectionner les éléments d'une variante. Alors attention, évidemment, les niveaux ne peuvent pas faire partie d'une variante. C'est les seuls éléments qui sont immuables et qui ne peuvent pas faire partie d'une variante. Alors un autre point aussi essentiel dans notre fichier maître, ça va être les phases et les filtres de phase. Alors surtout attention à la langue de démarrage de tous vos fichiers. C'est important pour la correspondance des filtres de phase entre fichiers liés, en fait, pour avoir un affichage consistant du graphisme des éléments. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, oups, ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, en fait, les phases et filtres de phase prennent la langue de Revit. Donc, sauf si vous partez d'un gabarit déjà paramétré. Dans l'exemple, en fait, notre fichier maître n'a que deux phases, une existante et une nouvelle construction, tandis qu'on pourrait avoir un fichier lié avec cinq phases, avec des noms qui sont en plus différents de ceux du fichier maître. Et dans ce cas-là, en fait, le mapping, la correspondance automatique des phases n'est pas possible. Donc ça devient un processus qui est manuel pour faire cette correspondance-ci. Donc là, c'est l'exemple dont je parlais. Donc on voit qu'on a dans la partie gauche en fait la phase, les phases de notre fichier maître, et puis on a le choix en fait entre cinq phases différentes qui ne correspondent pas dans le nom, donc le mapping ne s'est pas fait automatiquement. Autre point majeur, point au pluriel majeur de notre fichier maître, les axes et les niveaux. Donc on va avoir besoin des axes du projet pour le positionnement du ou des bâtiments. Donc là dans mon image, c'est ceux qui sont en haut à droite. Et puis une bonne pratique, en fait, ça va être d'utiliser des axes de référence nord, sud, est, ouest. Ça pourrait être un type d'axe d'ailleurs différent avec une autre couleur éventuellement si vous souhaitez les identifier de manière plus efficace. On va vouloir les placer sur la borne géodésique choisie et puis selon l'orientation du nord géographique pour référence future. L'idée c'est d'avoir l'origine interne et le point de topographie sur la borne maîtresse et puis d'avoir ces axes de référence sur ce point. C'est pas grave en fait hein, si ça bouge par la suite et que la borne n'est plus sur l'origine interne. L'idée c'est de pouvoir comprendre l'historique du fichier maître. Puis dans les autres éléments qu'on va avoir, on va avoir les niveaux de projet. Donc ces niveaux de projet, on veut les niveaux d'étage et pas forcément tous les niveaux secondaires qui ne sont pas forcément pertinents pour les autres disciplines, autres que celles qui sont en charge de faire le FM. Donc ces axes et ces niveaux, s'ils sont modifiés, ils seront depuis le fichier maître. Donc les changements seront plus faciles à répercuter pour l'ensemble de l'équipe du projet via le contrôle de ces derniers.
Donc maintenant, on va procéder en fait à la liaison du fichier de civil ou de l'arpenteur centre à centre, hein, avec s'il est lié en fait dans une vue, on ne va pas se préoccuper des sous-projets, mais si il est lié globalement, c'est-à-dire en 3D, visible en 3D, on va faire attention de se mettre dans le bon sous-projet avant de faire cette insertion, ça va vous aider à éviter des manipulations par après. Et puis attention aux options de l'insertion, donc toujours spécifier les options d'insertion, surtout les unités. Donc, les unités, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fichiers AutoCAD qui vont vous parvenir ne sont pas forcément. Il n'est pas forcément possible pour Revit de détecter les unités par défaut. Donc, le mode automatique ne marche pas souvent. Euh, L'option d'insertion, ça va être de positionnement, ça va être centre à centre pour être tout simplement plus près de nos points dans notre fichier maître à l'insertion. Et puis on va éviter de corriger les lignes qui sont légèrement décalées par rapport à l'axe. Parce qu'on veut vraiment la vérité de notre fichier CAD. On ne veut pas qu'il y ait une version remixée, recorrigée par Revit. Donc, après ça, on va déverrouiller ou désépingler notre fichier CAD pour être capable de le déplacer. Et puis on va vouloir le positionner sur en fait, positionner le CAD de l'arpenteur par rapport à notre point de topographie. Alors, le point de topographie, en fait, on va toujours le détrombonner, parce que s'il reste accroché, en fait, une fois qu'on va acquérir les coordonnées, en fait, il va rester accroché, mais sur le zéro de la Terre. Donc, vous allez le retrouver à l'autre extrémité de votre projet. Donc, quand vous allez faire un zoom to, vous allez le retrouver très très loin de votre projet. Donc ensuite, une fois que votre CAD est aligné selon les axes, selon votre borne souhaitée, donc le CAD va être aligné sous le point de topographie, on va acquérir ces coordonnées. Donc pour acquérir ces coordonnées, on va sélectionner le CAD en question et puis on va importer le système de coordonnées. Et on va procéder au rapprochement. Donc évidemment, renommer l'emplacement du site du fichier maître avec l'identifiant de la borne et puis la date du géoréférencement. Et puis on va aussi épingler le CAD, le mettre dans la variante de protection s'il est non inséré dans une vue seulement. Alors là, un petit bout de vidéo en fait pour vous montrer comment on va spécifier l'élévation de notre point de topographie qui a été détrombonné. Donc on va aller ici, on va spécifier les coordonnées. Donc il va rester sur l'origine interne, hein, c'est la beauté de la chose justement quand on fait spécifier les coordonnées et puis qu'en plus il est détrombonné. Et puis on pourra ainsi s'en servir comme système de coordonnées local pour un nuage de points éventuellement. Ce qu'on va chercher aussi après à faire, c'est de déplacer les niveaux et le point de base projet verticalement en conséquence pour lui donner la bonne élévation. Donc là, dans notre cas, en fait, on a 300 mm de différence entre notre point de topo et puis notre point de base géoréférencé sur notre fichier de civil. Donc là, pour ça, vous aurez besoin d'activer la sélection des éléments de la variante de protection. Donc vous voyez la petite case en bas qui est décochée, exclure les variantes. Et puis vous allez devoir déverrouiller temporairement les différents éléments que vous déplacez. Alors, notre fichier maître il est géoréférencé, mais une petite note, c'est que si votre projet est un campus ou un site qui comporte plusieurs bâtiments, bah, le fichier maître il sera géoréférencé depuis un fichier de site. Ça va être beaucoup plus facile en fait, ça va vous permettre de gérer vos modifications de manière plus simple sans avoir à bouger les axes dans le fichier maître à chaque fois. Alors une petite varia en fait d'autres éléments fixes dans le fichier maître. Euh, on va vouloir par exemple positionner des zones de définition et puis là il y a un bon outil pour gérer ces zones de définition, c'est un outil gratuit là, qui est disponible dans le App Store d'Autodesk. Il va vous permettre de synchroniser en fait vos zones de définition. Donc les zones de définition, n'oubliez pas, dans le bon sous-projet, avec un verrouillage, et puis dans une variante, et puis en utilisant Scopebox Synchronizer par la suite entre les différents fichiers, en fait, dès que vous aurez un fichier lié, vous êtes capable de synchroniser les zones de coupe ou les zones de définition, pardon, que vous avez dans votre fichier. Ensuite de ça, on va assigner les niveaux et les axes pardon, et les niveaux aux zones de définition. En fait, ça va permettre un affichage régulier des extensions, des axes et des niveaux. Et puis, on va tracer la limite de propriété éventuellement, ainsi que tous les éléments fixes du projet qui seront regroupés sous un même fichier, notre fichier maître.
Donc là, en fait, on en a terminé avec les bases de notre fichier maître. On va passer maintenant au géoréférencement des fichiers de discipline depuis le fichier maître. Donc là, dans le fichier maître, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va lier origine à origine interne notre fichier de discipline. Donc là, on va le faire pour un, on ne va pas le faire pour tous, là. On va le faire pour un comme exemple. Et donc, une fois que ce fichier va être lié, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir le positionner à l'emplacement souhaité dans les trois dimensions. Donc là, je prends mon fichier, origine à origine interne, pour qu'il ne tombe pas trop loin de notre borne. Et puis, on va le déplacer. Donc, je le prends, je le déplace, je l'accroche. Donc, pour accrocher, toujours les raccourcis SI pour l'intersection des axes, c'est plus simple. SC pour le centre d'un cercle, par exemple. Et puis là, on va faire une petite rotation pour aligner sur nos axes de fichier maître. Donc, je prends mon centre, mon nouveau centre, et je fais ma rotation. Alors attention évidemment au sous-projet variante verrouillage pour le lien et puis le nom de l'occurrence du lien. Et puis on va aussi le déplacer en élévation. Donc très important là de bien matcher toujours dans les trois dimensions. Et puis on va le sélectionner, on va publier les coordonnées partagées en fait. Donc là je renomme simplement l'occurrence de mon fichier et puis je vais aller publier dans le fichier d'architecture directement son nouveau système de coordonnées. Donc attention, les coordonnées ne sont pas encore enregistrées, hein. Là, je vérifie mon affectation de phase, qu'il est bien limite de pièces, si besoin. Donc, ce que je disais, oui, attention, les coordonnées partagées ne sont pas encore enregistrées à cette étape-ci, en fait. C'est vraiment l'étape d'après, c'est qu'on va enregistrer, pardon, en enregistrant le fichier maître, lors de sa synchronisation, Revit va nous proposer en fait d'enregistrer tous les fichiers liés qui ont un nouvel emplacement partagé. Donc on va utiliser cette fenêtre-là. Donc là on voit que c'est le fichier d'architecture qui est considéré et puis on va enregistrer sa nouvelle position. C'est valable vraiment pour tous les fichiers. Euh, on va valider ces fenêtres et puis si on souhaite sauvegarder l'emplacement actuel dans le fichier lié, c'est comme ça qu'on va procéder. Ce qu'il faut comprendre en fait, et puis ce qui se passe en arrière, c'est que Revit va écrire l'information de ce nouvel emplacement partagé dans les informations sur le projet du fichier de discipline. Donc si quelqu'un venait à se rendre propriétaire en modifiant les informations sur le projet dans ce fichier juste avant, préalablement, sans libérer ce sous-projet, donc sans synchroniser probablement, vous ne pourrez pas modifier l'emplacement partagé. Donc c'est donc mieux et plus simple de procéder à cette manipulation en dehors des heures habituelles de travail, ou disons sur l'heure de midi par exemple, pour être capable de se rendre propriétaire de ce sous-projet temporairement dans le fichier de discipline euh, lorsque vous ferez cet enregistrement, ou bien tout simplement d'ouvrir le fichier discipline, de vous rendre propriétaire du sous-projet en question, d'informations sur le projet, fermer, sauvegarder, et puis ensuite, vous serez capable de faire cette modification depuis le fichier maître directement. Alors après ça, on ne va pas oublier de départager le site partagé de l'occurrence. Pourquoi? Ça va permettre d'éviter les déplacements non souhaités du système de coordonnées partagées. Donc c'est un peu les bretelles, la ceinture, puis la tuque, là, hein. C'est simple de retourner par la suite aux coordonnées partagées si un des modèles avait été déplacé intempestivement. Et puis c'est aussi une bonne pratique car elle fait en sorte que les coordonnées partagées ne soient vraiment jamais modifiées involontairement. Alors, on va faire un peu d'intendance aussi par la suite. Donc là, je répète, hein, je renfonce le clou, mais on est là dans l'optique de vraiment faire ce géoréférencement selon les meilleures pratiques possibles. On va d'abord nommer les occurrences des fichiers liés, donc s'assurer qu'elles sont toutes nommées. On va les placer sur les sous-projets dédiés, donc occurrence et type. Ça va être plus facile d'identifier ce qu'on sélectionne. Et puis, surtout, si vous ne les placez pas sur les bons sous-projets, en fait, le contrôle de visibilité pour les autres disciplines va être beaucoup plus complexe. Euh, Ensuite, on va mettre tout ce beau monde dans une variante de sécurité, hormis les niveaux. Ça va éviter les accrochages intempestifs. Et puis, on va verrouiller le tout, épingler. Donc là, ça va empêcher des déplacements intempestifs eux aussi. Euh, dans cette partie, en fait, on va aussi contrôler les différents éléments. Donc, on va copier-contrôler seulement les axes et les niveaux depuis le fichier maître. Pour ce faire, ce que ça va nous permettre, en fait, c'est d'être averti de toute modification de ces éléments à l'ouverture du fichier maître.
C'est le seul moyen hors Dynamo de valider en fait si tel ou tel élément d'une catégorie est contrôlé. En fait, ça va être de les sélectionner. Quand on va sélectionner un axe, par exemple, on va être capable de voir la petite icône d'électrocardiogramme là qu'on voit dans la partie centrale. Et puis, on voit aussi l'option d'interrompre le contrôle. Donc ça, c'est vraiment les éléments significatifs qui nous permettent de comprendre qu'un élément est copié-contrôlé. Donc si des éléments étaient déjà copiés-contrôlés, évidemment, vous pourriez juste faire un contrôle. Là, ça va nous permettre de passer en fait à la dernière partie de la présentation. On en a terminé avec les modifications dans le fichier maître. Donc il est géoréférencé et puis nos modèles de discipline aussi. Donc maintenant, pour nous assurer que tout va bien se passer, il nous reste quelques manipulations à faire dans chaque discipline, dans chaque fichier de discipline. Donc là encore, c'est beaucoup d'intendances, hein. On va d'abord valider le site utilisé et puis spécifier la localisation ou l'adresse si ce n'est pas déjà coordonné. Donc là, vous voyez le nom de ma borne, c'est la borne 98765, nom arbitraire, hein. Et puis la date du géoréférencement. Ensuite, on va vouloir valider les coordonnées partagées grâce au fichier maître. Donc comment on fait? On va insérer notre fichier maître à l'emplacement partagé. Normalement, tout devrait être bien aligné. On va repositionner le point de topographie sur la borne. Et puis, toujours, ça va être toujours mieux d'avoir détrombonné le point de topographie préalablement au géoréférencement au pluriel, parce que là, évidemment, sinon, votre point de topo va se retrouver sur l'origine de la Terre. Ensuite, on va vouloir valider le nord géographique et le nord projet. On va désactiver aussi le partage de sites, donc des différents liens. Là, c'est notre fichier maître. Et puis les bretelles, la ceinture, puis la tuque, hein, on épingle, on met dans une variante et puis dans les bons sous-projets. Donc là encore, j'ai mis sous-projet à la fin, mais dans les faits, il faudrait se positionner, activer directement le bon sous-projet. Ce sera beaucoup plus simple, ça évite de s'en préoccuper par après. Et puis ensuite, on va ajouter les autres fichiers de discipline. Donc là, même topo, hein, liaison à l'emplacement partagé des liens des autres professionnels. Pardon. Puis un peu d'intendance. Donc on va assigner les sous-projets ZL en question, nommer les occurrences, mettre les liens dans les variantes de protection, épingler et désactiver le partage de site. Ensuite, on va copier-contrôler les éléments, seulement les axes et les niveaux en fait du fichier maître pour s'assurer que tout est beau et tout reste sous contrôle pendant la durée de vie du projet. Et puis encore une fois, l'intendance classique, axe et niveau dans le bon sous-projet, dans une variante, sauf pour les niveaux, et puis le verrouillage ou épinglé, autrement dit, les bretelles, la ceinture et la tuque. Et puis ça conclut notre série de webinaires avec ça en fait. Donc aujourd'hui, on a traité la création d'un fichier maître dans les règles de l'art. On a procédé au géoréférencement du fichier maître. Et enfin, on a géoréférencé les modèles de discipline sur les coordonnées et l'emplacement du fichier maître. Donc ça conclut notre série de webinaires, hein. C'est un sujet qui est très large, hein. Il y a encore un paquet de choses en fait qu'on aurait pu traiter. Par exemple, si jamais vous avez des origines internes qui ne matchent pas entre les différents fichiers parce que les fichiers ont été démarrés autrement que origine à origine, les uns par rapport aux autres, bon, on pourrait procéder à une double rotation. Si jamais vous avez un intérêt pour ce genre d'autres sujets qu'on pourrait traiter, n'hésitez pas à nous écrire en fait et nous faire part de votre intérêt. Ça nous fera plaisir de procéder éventuellement à de créer une nouvelle série de webinaires éventuellement sur ces techniques un petit peu plus avancées. Donc si jamais vous avez des questions et des commentaires, l'adresse info@bimone.com et puis on essaiera de répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Je vous souhaite une bonne journée et puis au plaisir. Au revoir.